Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien. On arrive tout doucement à la fin de cette première semaine. C'est le 8e débrief de ce Tour de France 2024. Et pour cette 8e étape, entre Semur-en-Auxois et Colombelles et les Deux Églises, c'est encore une fois Binyam Girmay qui a gagné le vélo avec un sprint massif chaloupé. On va avoir l'occasion d'en parler un petit peu puisque Binyam Girmay, on ne l'attendait pas forcément à ce niveau-là. On l'attendait probablement encore moins en tant que sprinter de sprint massif, vraiment massif, et on l'attendait encore moins leader très large au classement du maillot vert. On va discuter de tout ça ensemble, avant ensuite de se projeter sur l'étape qu'on attend depuis le début de la première semaine, la boucle autour de Troyes avec ses chemins blancs pour cette étape mi-Paris-Roubaix, mi-Trobroléon, mi-Stradé-Bianche. On va vibrer demain, et moi j'ai vraiment très hâte de pouvoir vous débriefer ça demain soir. Voilà, victoire donc aujourd'hui de Binyam Girmay. Au sprint, je vais vous remontrer la gueule de l'étape du jour. On avait dit que c'était une étape potentiellement un peu punchy, mais que compte tenu de la densité des sprinteurs sur ce Tour de France et de la non-domination d'une équipe en particulier, on avait dit que ce serait probablement compliqué d'éviter un sprint massif, et c'est ce qui s'est produit. On a eu un sprint massif à Colombelles et Deux Églises, sprint massif sans Fabio Jacobsen qui a décroché dans le petit mur, vous voyez, qui n'était pas répertorié à la fin. On n'a même pas eu de vraie tentative d'échapper, puisque c'est encore une fois Jonas Abrahamsen qui est parti devant tout seul toute la journée, tout seul comme un seul homme face au vent de face, pour aller récupérer quelques petits puntos au classement du meilleur grimpeur, quelques petits puntos au niveau du sprint intermédiaire, et encore une nouvelle fois le prix de la combativité. Je pense que Jonas Abrahamsen sera nommé super combatif de la première semaine, et ce sera très clairement mérité. Étape donc longue de 183 km entre Semur-en-Auxois à la maison, Semur-en-Auxois et Colombelles les Deux Églises, une étape qui nous emmenait de la Côte d'Or jusqu'à la Haute-Marne. On redescendra demain du côté de l'Aube, enfin on remontera du côté de l'Aube avant de basculer ensuite du côté d'Orléans après la journée de repos. Une étape du coup avec quand même 2800 mètres de dénivelé positif. On aurait pu penser que ça donnerait des idées à des petits punchers, baroudeurs. On aurait pu imaginer un groupe de 10-15 essayer de prendre la poudre d'escampette, comme disent les vieux, face au peloton. Que nenni, on a vu Jonas Abrahamsen partir devant, accompagné de deux coureurs d'Education First, Nelson Poles et Stéphane Bissegger, qui ont décroché assez rapidement. Je pense que c'est sur consigne de leur équipe, parce que je pense tout simplement que Education First voulait jouer la carte Marijn van den Berg. Voilà ce qu'il se passe quand on n'a pas d'équipe de sprinteurs qui domine. Tout le monde pense pouvoir gagner un sprint massif, et donc toutes les équipes qui ont un sprinter à peu près potable ne veulent pas envoyer d'échappées devant, et ça nous donne des petites échappées qui n'ont absolument aucune chance d'aller au bout. Marijn van den Berg, aujourd'hui, je crois qu'il termine dans le top 10, mais pas plus. C'est un Tour de France assez différent, puisque les dernières années, on avait été habitué à une ou deux équipes qui surdominent les sprints. Jasper Philipsen, Dylan Groenewegen dans le passé. Et cette année, comme toutes les équipes de sprinters se disent « Yacher Moy », toutes les équipes de sprinters jouent le sprint, donc je pense qu'on va encore avoir ce scénario. On risque même potentiellement d'avoir 8 sprints massifs dans ce Tour de France, puisqu'il reste encore l'étape de Saint-Amand-Montrond, ce sera juste après la journée de repos, l'étape de Villeneuve-sur-Lot, qui paraissait sur le papier promise à une échappée, mais on peut imaginer un sprint massif, Agen-Pau et Gruis-en-Nîmes. Donc il nous reste encore 4 sprints potentiellement. On avait potentiellement imaginé que dans ces 8 étapes de sprint, on en aurait au moins une ou deux pour les échapper, mais c'est même pas sûr, puisque au moment où je vous parle, à la fin de cette 8e étape, Arnaud Delis n'a toujours pas gagné, Jasper Philipsen n'a toujours pas gagné, et Mats Pedersen pour le coup ne gagnera pas puisqu'il a abandonné aujourd'hui. Mais autant vous dire que des candidats à la victoire sur les sprints massifs, il y en a encore beaucoup. Victoire donc aujourd'hui de Binyam Girmay. Je vais vous montrer le classement de l'étape devant Jasper Philipsen, Arnaud Delis, Pascal Ackermann, qu'on avait tous enterré pour de bon, finit 4e, Marijn van den Berg qui termine 5e, Ryan Gibbons qui vient claquer une 6e place. Ça, c'est une surprise quand même. On a même du Anthony Turgis, du Fred Wright, ils sont tous là. Et on a Remco Evenepoel qui fait 10e. Donc autant vous dire que c'était un joyeux bordel ce sprint. Tout le monde se dit ouais bah je peux y aller tranquille. Alors oui, effectivement, Binyam Girmay, j'espère qu'il est allé faire un gros bisou à Bryan Coquard. Bryan Coquard qui a fait ce qu'on appelle dans le jargon une Fernando Gaviria. Il a lancé à 300 mètres, puis il a complètement explosé à 50 mètres de la ligne et qui a donc permis à Binyam Girmay de se faufiler pour aller décrocher cette magnifique 2e victoire sur le Tour de France. On a vu un sprint très intéressant de Binyam Girmay, puisque je vous parlais de non-domination d'une équipe en particulier. On a quand même vu
une grosse présence du train Intermarché ou Anti dans le dernier kilomètre, et Binyam Girmay a été parfaitement déposé dans les roues qu'il fallait à environ 900 mètres de la ligne. Il a déboîté Coquard pile quand il fallait, alors que Jasper Philipsen, lui, a lancé le sprint légèrement trop tôt et s'est écrasé sur la fin. Donc vraiment bravo Binyam Girmay, parce que c'est probablement pas le sprinter le plus rapide de ce peloton. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que c'est probablement Arnaud Delis, et je pense qu'Arnaud Delis va finir par la claquer, sa victoire. Mais Binyam Girmay, dans sa façon de sprinter, il me rappelle un petit peu Peter Sagan. Parce qu'à la base, Peter Sagan, on l'avait rangé du côté des sprinters punchers, et finalement, c'est dans les sprints massifs qu'il brillait, mais il brillait tout seul. Il brillait par une capacité de placement hors du commun, et Binyam Girmay a cette capacité de placement hors du commun. Dans ces 2 victoires, vous allez regarder, et même dans tous les podiums qu'il a fait, dans tous les sprints massifs, déjà, il est placé, mais il trouve la bonne roue, et il déboîte quand il faut. Et ces 2 victoires-là, elles sont dues au placement. Pas forcément au jump, pas forcément à la vitesse, même s'il fait partie des meilleurs sprinteurs du peloton, mais je trouve que c'est un coureur d'une intelligence absolument remarquable et d'une capacité à frotter qui, moi, me rappelle beaucoup Peter Sagan. Bini, c'est Sagan. Il y a vraiment, vraiment du Sagan dans Binyam Girmay, et je suis très curieux de le voir demain, par exemple, dans une étape où il va falloir se placer, où il va falloir frotter, où il va falloir... ça va être la guerre demain. Donc vraiment, moi, je suis agréablement surpris par Binyam Girmay, qui avait explosé aux yeux du monde il y a 2 ans avant de faire une saison très moyenne la saison précédente, et on l'avait presque enterré, hein, Binyam Girmay, et on se rend compte que finalement dans ce rôle de sprinter filou, de sprinter renard des surfaces, il est d'une qualité assez folle. Dommage de ne pas avoir pris Menten pour mettre l'Auto Destiny. Oui, je suis assez d'accord. Ce qui manque à Delis, encore le placement. Ouais, et c'est l'autre chose dont je voulais parler. Delis lui manque que ça. Et je pense qu'on le verra peut-être demain. Delis, c'est un sprinter absolument terrifiant dans des petits groupes où c'est le jus qui parle. Mais Delis, il lui manque encore cette science du placement dans les sprints massifs où il y a beaucoup de candidats à la victoire. Quand c'est des kermesses belges et qui sont 3 ou 4 à pouvoir gagner, ça passe. Quand il y a vraiment la guerre dans les 2 derniers kilomètres et qu'il faut faire appel contre appel entre des milliards de cyclistes, là, il a un peu plus de mal, Arnaud Delis. Mais il est jeune encore. Il est jeune, il va apprendre, il va progresser là-dessus. Et je pense peut-être que Arnaud Delis trouvera sa chance dans la fin de ce Tour de France, dans les étapes entre peut-être à Villeneuve-sur-Lot, à Pau ou à Nîmes, où il y aura peut-être moins de coureurs, moins de fraîcheur, plus d'abandon, plus d'espace en tout cas pour briller du côté d'Arnaud Delis. On verra. Delis dans un sprint en puissance, il est imbattable. Aujourd'hui, ça lui correspondait bien, hein. C'était un faux plat. Mais ce qui lui a coûté cher sur ce sprint, c'est le placement. C'est le placement aujourd'hui qui fait gagner Binyam Girmay, qui fait perdre Philipsen et qui fait perdre Arnaud Delis. Donc bravo à Binyam Girmay, parce qu'encore une fois, c'est pas celui sur lequel on aurait misé. Si on nous avait dit en début de Tour de France qu'on arriverait à l'étape 8 sans aucune victoire de Jasper Philipsen, sans aucune victoire de Arnaud Delis, avec un doublé pour Binyam Girmay et la 35e pour Cavendish, franchement, je pense que j'aurais rigolé. Donc vraiment, on est sur un Tour de France surprenant, et d'autant plus surprenant au niveau des sprints parce que le plateau est monstrueux, mais on avait imaginé une domination des 3 zinzins, c'est-à-dire Pedersen, Delis et Philipsen. Et que nenni. Est-ce que Jasper Philipsen réussira à gagner une étape sur le Tour de France? On peut en douter, hein. On peut en douter parce qu'il lui manque un peu de jus, je trouve, hein. Il lui manque un peu de jus, il est bien placé, hein. Il passe devant Girmay et il se fait repasser par Girmay dans les tout derniers mètres. Je trouve que Jasper Philipsen, il lui manque un peu de jus là. Il lui manque un peu d'essence, un peu de gasoil, et je peux comprendre sa frustration parce que Jasper Philipsen, il a tellement été habitué à être beaucoup plus fort que les autres, beaucoup plus rapide, que je pense que c'est compliqué à gérer pour lui nerveusement de n'être qu'un sprinter parmi les autres. Alors c'est déjà pas mal, hein, de faire 2e, de faire 3e, mais voilà. Philipsen surtout, mais Van Der Poel fait pas son travail de poisson pilote, et Philipsen n'a plus de poisson pilote du coup. Oui, mais même quand il fait son travail, Van Der Poel, Philipsen n'y arrive pas. Donc avant le Tour, si on me dit que Girmay fait pas un podium du Tour, je le crois. Moi je suis d'accord avec toi. Donc voilà, je suis assez curieux de voir la suite des événements sur les sprints massifs. On aura un nouvel élément de réponse du côté de Saint-Amand-Montrond, ce sera mardi prochain, après la journée de repos. Et derrière, on a probablement 2 autres étapes de sprint du côté de Villeneuve-sur-Lot et de Pau. Mais en tout cas, côté sprint, ce tour est passionnant, à défaut de l'être du côté des échappés. Au moins, on se régale vraiment dans les 3-4 derniers kilomètres. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à voir ces 4 sprints massifs déjà. Van Der Poel se branle un petit peu depuis le début du tour. Je suis tout à fait d'accord. Et j'espère pour Mathieu Van Der Poel qu'il va bouger demain, parce que l'étape, elle est construite pour lui d'ailleurs.
D'ailleurs, c'est quoi, ça me fait une très belle transition. On va regarder la gueule de cette magnifique étape demain. Si vous ne connaissez rien au vélo, si vous n'avez pas regardé le Tour de France pour l'instant, mettez-vous devant votre écran demain, parce que cette étape-là, les amis, c'est celle qu'il faut voir sur cette première semaine. Une magnifique boucle autour de la ville de Troyes, une boucle de quasiment 200 km avec 14 chemins blancs. Alors c'est quoi un chemin blanc, Jamy? Un chemin blanc, c'est un chemin avec des petits graviers, chemin un peu dégueulasse, où il va y avoir des crevaisons, il va y avoir de la poussière s'il fait beau, il va y avoir de la boue s'il pleut. Ça va être le bordel, ça va être une course au couteau, et demain on peut avoir des favoris au général qui vont pas tenir le coup. C'est une course de Flandriens. Les Flandriens, c'est quoi? C'est ceux qui disputent le Tour des Flandres, c'est-à-dire les courses un peu pavées avec des monts, avec des efforts très très violents sur une courte distance. Et il y en a pas mal des Flandriens dans ce peloton. Et celui qui peut tirer son épingle du jeu demain, c'est Tadej Pogačar, parce qu'il adore ce genre de course, alors que Jonas Vingegaard, c'est un peu moins sa tasse de café. Remco Evenepoel aussi peut aimer ce genre de course. Les hommes à tout faire, oui, exactement. Le titre de la diapo est pas bon. Non, si, il est très bon. Remco à voir. Remco, je suis curieux. Maintenant, est-ce que c'est un truc pour lui ou pas? Je sais pas. On est sur un effort violent, en tout cas là-dessus. Ce sera demain, du coup, arrivée prévue à 18h, puisque c'est le jour de repos après. On fera le débrief de l'étape dans la foulée de l'étape. Van Aert va jouer sa carte demain. Demain, je pense qu'il y a beaucoup de coureurs qui vont vouloir jouer leur carte, parce que ça n'arrivera pas groupé. Ça, c'est une quasi-certitude, ou en tout cas, ce serait très décevant que ça arrive groupé. Il y a beaucoup de coureurs qui, sur le papier, n'ont pas eu beaucoup d'occasions de s'exprimer et qui, demain, avec beaucoup de petites côtes, avec des chemins un peu dégueulasses, vont tenter leur chance. Les coureurs, moi j'appelle ça des coureurs 4x4, des coureurs qui sont capables de briller sur des courses comme ça d'usure, parce que 200 km en fin de première semaine, c'est dur, hein, c'est long hein, sur un grand tour, 200 km en fin de première semaine, avec 14 chemins blancs. Donc, au hasard, comme ça, on va en prendre un par-ci, un par-là. Stéphane Koum, côté Groupama FDJ, va adorer cette étape théoriquement. Wout van Aert, est-ce qu'il aura sa carte? Est-ce qu'il sera là pour protéger Vingegaard? Moi, j'ai plutôt tendance à penser qu'il va être là pour protéger Vingegaard. On aura par exemple Alberto Bettiol qui adore ce genre de course. Mathieu Van Der Poel, théoriquement c'est ce genre de course. Mais si c'est pas Van Der Poel, ça peut être Axel Laurence. Il adore aussi ce genre de course. Paul Lapera ou Dorian Godon du côté de Decathlon AG2R. On les a très peu vus pour l'instant, les Decathlon AG2R. Oliver Nessen par exemple, c'est taillé pour lui ce genre de course. Il y a beaucoup de coureurs qui vont l'avoir coché. Et je pense que demain, il va y avoir une grosse bagarre assez rapidement pour essayer de prendre le groupe de devant. Ouais, Lorenz Rijks, Mac Tennyson, Luca Mozzato, Thomas Pidcock, Valentin Madouas, Romain Grégoire. C'est une étape qui est à mi-chemin entre le Tour des Flandres, l'Estrade Bianche et le Trobro-Léon. Et du coup, ça coche beaucoup de cases dans ce peloton. Beaucoup de cases. Et il y a plein de coureurs qui vont se dire, si je la gagne pas celle-là, en tout cas si je tente pas, j'ai pas beaucoup de terrain sur lesquels m'exprimer. Parce que le revers de ce Tour de France, c'est qu'il y a 8 étapes pour les sprinteurs. Et du coup, il n'y a pas beaucoup d'étapes pour les punchers, pas beaucoup d'étapes pour les baroudeurs. Demain, c'est une étape pour les baroudeurs. Une étape pour Bettiol, une étape pour Ridley, une étape pour Kort Nielsen, une étape pour ces mecs-là, là, c'est roule toujours, c'est 4x4. Et moi, je suis très curieux. Van Der Poel, je mets un gros billet sur lui, clairement. Van Der Poel, demain, il est favori, mais est-ce qu'il a envie de courir? Parce qu'on a l'impression qu'il n'a pas trop envie d'y aller en ce moment. Hein. Mais demain, si c'est pas demain, c'est jamais. Hein. Si c'est pas demain, c'est jamais. Spécimen, si c'est pour dire ça, tu peux partir. Voilà, merci, à bientôt. Ben Illy en roue arrière. Ben Illy, il sera devant. Rasmus Stiller aussi, il sera devant. On verra, hein, dans le jeu de l'échappée, vous avez déjà tous déjà parié sur les échappées de demain. Je pense qu'on aura beaucoup de bordel dans les 50 premiers kilomètres de cette étape demain et qu'il n'y aura aucune équipe qui sera en mesure de maîtriser réellement ça. Je suis curieux de voir comment vont se comporter Jasper Philipsen et Arnaud Delis, parce que c'est une étape qui est difficile, mais qui n'est pas suffisamment difficile pour les éliminer, eux, théoriquement. J'aurais adoré voir un Mats Pedersen sur cette étape. J'aurais adoré. Et je suis très curieux de voir aussi un Matej Moric demain. Donc la physionomie de l'étape de demain, pour moi, elle est vraiment très difficile à deviner. Et il faudra être devant sa petite télé dès le départ pour ne rien rater. Et moi, c'est ce que j'ai prévu demain. Je vais vous dire. Demain, je me repose un petit peu. Girmay aussi. Ouais, Girmay, ça va être intéressant parce que le sprint inter, il est quand même à kilomètre 80. Et Girmay, clairement, il a une avance qui est théoriquement suffisante. Mais imaginons un monde où c'est Philipsen qui gagne et Girmay n'est pas dedans. Ça revient quand même. Ça manque un petit peu de dénivelé. C'est difficile de trouver du dénivelé dans la région, malheureusement. Mais vous voyez cet enchaînement là au milieu. Je ne peux pas vous montrer. Mais vous voyez au niveau du kilomètre 93, après le sprint intermédiaire, on a quand même un enchaînement de 3 chemins blancs en côte.
Ça va faire mal, hein. Ça va faire très mal. De Ligt, c'est pas trop long pour lui. À voir, à voir. De Ligt, l'interrogation, c'est qu'un grand tour pour De Ligt, c'est toujours un point d'interrogation. Est-ce qu'au bout de la première semaine, il fatigue pas un peu De Ligt? Aujourd'hui, il avait l'air fort. On verra demain. En tout cas, normalement, demain, c'est la première vraie étape bordel de ce Tour de France. On avait une belle échappée du côté de Sanduka. On a eu une belle étape avec Romain Bardet en Italie. Mais là, on est sur une étape chantier. Et les étapes chantier, quand en plus on n'a pas eu beaucoup de chantier avant, ça risque d'être vraiment le bordel. Van Gils peut-être. Vingegaard peut perdre gros demain, tu en penses quoi? Je ne sais pas s'il peut perdre gros, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est pas son type de course théoriquement. C'est pas son truc. Donc on va voir, peut-être qu'il va nous surprendre, mais demain, si je suis Tadej Pogacar, je tente un truc. Parce que demain, tu peux éliminer Pogacar. Tu élimineras probablement pas Remco. T'élimineras peut-être par Roglic, mais demain tu peux pousser Vingegaard à la faute. Ou alors on va avoir droit à un pétard mouillé comme l'étape d'Arambert il y a 2 ans, et on verra. Mais théoriquement, Philipsen il est capable de passer une étape comme ça. Est-ce que ça suffira? Parce que l'équipe Alpecin, elle n'est pas non plus surpuissante, et je pense qu'on va avoir beaucoup d'équipes qui vont tenter de mettre des coureurs à l'avant. Si vous voulez, on peut regarder la start list. On va regarder la start list. Bon, Visma, ils vont protéger Vingegaard. UAE, ils vont protéger Pogacar. Donc la question se pose pas. Jayco, ils jouent plus le général. Groenewegen, il passera pas. Donc on peut imaginer qu'un Michael Matthews va partir devant, par exemple. C'est une étape qui lui convient bien. Du côté d'Ineos, Thomas Pidcock, à mon avis, il l'a coché celle-là. Du côté de Lidl Trek, on a pu Mats Pedersen. Donc à mon avis, Jasper Stuyven, il va partir devant. Et il ira peut-être pas tout seul, il ira peut-être avec Tom Scoins. Decathlon AG2R la mondiale, Félix Gall, il sera un peu tout seul, il a des gens autour de lui. On a du Dorian Godon, on a du Paul Lapéra, on a du Oliver Nessen. Ça peut être des candidats à cette étape-là. Du côté de Bahreïn, on a Matej Moric, on a Fred Wright. C'est des coureurs qui correspondent bien à ça. Nika Sarnt aussi, c'est un coureur qui peut les accompagner. Du côté de Soudal, on n'a pas grand monde en réalité, mais un Yves Lampart, il peut y aller sur une étape comme ça. Du côté de Red Bull Bora, je ne sais pas si on envoie des gens, je pense pas. Peut-être Marco Haller qui aime bien, mais Marco Haller c'est quand même un second couteau là-dessus. Groupama FDJ, demain on est obligé d'y aller. Demain, on a du Kevin Genietz, on a du Romain Grégoire, on a du Stéphane Kung, on a du Valentin Madouas. C'est pour eux demain. Donc moi, je suis Groupama FDJ. Demain, j'en envoie 4 devant. En tout cas, je fous le bordel jusqu'au bout. Alpecin, c'est une étape pour eux. Demain, il y a 3 potentiels vainqueurs demain pour Alpecin. Mathieu Van Der Poel, Jasper Philipsen et Axel Laurence peuvent tous gagner demain. Et on peut même rajouter Søren Kragh Andersen qui, théoriquement, a aussi le profil pour gagner une étape comme ça. Du côté d'Education First, je pense que Ben Illy va nous faire foutre le bordel et qu'Alberto Bettiol aussi. Lotto, si c'est pas Arnaud Delis, on peut quand même envoyer des mecs devant, même si je pense que ça jouera la carte Delis. Israël, on a des coureurs qui aiment bien ce genre de truc-là. Hein. Guillaume Boivin, Hugo Hull, c'est un 4x4 aussi. Jake Stewart, c'est des étapes sur lesquelles il peut briller, même si les grands tours et Jake Stewart, c'est pas non plus la folie pure. Voilà, on a quand même énormément de coureurs qui peuvent potentiellement vouloir y aller. Oui, Intermarché, vous en avez parlé. Binyam Girmay, Kobe Goossens, Hugo Page, Lorenz Rex, Mike Tennyson, Gerben Tyson. C'est que des coureurs qui adorent ce genre de course-là. Donc moi, je suis très curieux de voir ce qui va se passer demain. Très curieux. Et je mise sur du bordel. Voilà. On passe au jeu de l'échappée. Maintenant qu'on a regardé tout ça, jeu de l'échappée qui n'était pas du tout passionnant aujourd'hui. Le vainqueur du jour, je vais vous l'afficher, c'est Quentin FRD qui avait réussi à avoir Nelson Poles et Jonas Abrahamsen. Et donc, il n'avait jamais parié avant cette étape, Quentin. Donc, bravo à lui. Il remporte son petit kit. Bravo à lui. Du côté du classement général, pas grand changement. Hein. C'est toujours Mate Damiano qui est en tête devant Tutur et Arwen à 9 points. Les écarts se creusent, se créent en tout cas, puisque Damiano a déjà 2 points d'avance. Mais attention, parce que demain, ça peut rebattre un certain nombre de cartes. On risque d'avoir une grosse échappée. On risque d'avoir des puntos en veux-tu, en voilà. Il y a moyen que demain, le vainqueur s'en sorte avec 6 ou 7 points. Hein. Il y a moyen. Uno X vont en placer 3 dans les 10, j'ai dit. En tout cas, on vous le souhaite. Pour demain, vous avez déjà quasiment tous parié. Nils Sekov, c'est une très bonne suggestion d'ailleurs, Damiano. Moi, voici la sélection de mon côté. Attendez, je n'ai pas le bon sélection échappée. Alors, je me suis trompé d'étape, mais c'est pas grave. C'est pas l'étape 7, ce sera l'étape 9. J'ai choisi demain Mathieu Van Der Poel, Matej Moric, Paul Lapéra, Lorenz Rex, Romain Grégoire, Magnus Cort Nielsen, Axel Laurence, Hoyer Lascano, Stéphane Kung et Alberto Bettiol. Demain, il y a vraiment l'embarras du choix. J'aurais pu mettre Nils Sekov, j'aurais pu mettre
Campenarts, effectivement. J'aurais pu mettre Turgis. Je pense que Turgis, c'est une très bonne sélection, Théo. On aurait pu mettre Madouas aussi. On aurait pu mettre, je sais pas, on en a cité plein tout à l'heure. Ça va être du bordel demain. Ça va être du bordel. Donc soyez là, mettez la télé assez tôt. Je crois que le départ est aux alentours de 13h ou 13h30. Parce que je pense qu'on va avoir la bataille dès le début de l'étape. Voilà. Voilà pour ce débrief qui aura duré une vingtaine de minutes. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura passionné autant que moi, ça me passionne. Demain, on se retrouvera dans la foulée de l'étape aux alentours de 18h, 18h20, le temps de faire les visuels, histoire que je puisse me reposer derrière. Et ensuite, lundi, il y aura une petite journée de repos quand même pour couper un petit peu. Et on se retrouvera du coup derrière mardi en nocturne pour débriefer tout ce qu'il y aura à débriefer, c'est-à-dire l'équipe de France, le sprint, les élections, en espérant qu'on n'aura pas une majorité absolue pour le Rassemblement national parce que ça ferait un peu mal au cul. Et puis en attendant, je remercie l'équipe Decathlon AG2R pour leur soutien, pour leur invitation sur le contre-la-montre, pour les petits goodies, pour les sous, parce que sans l'équipe Decathlon AG2R à la mondiale, il n'y aurait pas ce débrief. Donc merci à Decathlon, merci à l'équipe, merci aux partenaires, parce que c'est quand même important de les remercier. Voilà, bravo pour l'argent, oui. Bravo pour l'argent. Mais en vrai, au-delà de l'argent, c'est juste que c'est trop cool de bosser avec des gens comme eux. Voilà, donc c'est quand même important. Genre demain soir, il n'y aura pas de stream. Demain soir, il n'y aura pas de stream. Demain soir, il n'y aura pas de stream. Demain soir, j'ai des copains à la maison, donc je vais peut-être profiter un peu de mes copains aussi. Voilà, ce serait pas mal. Voilà, si vous êtes sur YouTube, n'oubliez pas les petits pouces, les petits commentaires. Voilà, vous êtes une petite audience sur YouTube, mais une audience qu'on choye, voilà, dont on prend soin. Donc je vous embrasse YouTube. On dit au revoir à YouTube dans le chat. Voilà. Ciao YouTube, bisous.